Et en tout cas, je laisse la parole maintenant à, Monsieur Terry qui va nous parler de Monsieur Champlain et ce qu'il a fait au début du XVIIe siècle dans la Nouvelle-France. Et comme ça, c'est à vous. Merci. Alors, je vais d'abord partager mon écran, hein, donc j'espère que ça va bien fonctionner. Voilà. Bon, c'est bon. Alors, je vais pouvoir commencer. Alors, bonjour, bonjour à tous. Et donc, merci d'être nombreux pour écouter cette conférence. Alors, la Chine, c'est un pays qui fascine les Européens depuis très longtemps, hein, depuis le XIIIe siècle, depuis le voyage de Marco Polo, et en particulier depuis la diffusion du livre dans lequel il a raconté son expérience, hein, un livre qui s'intitule Le livre des merveilles, et qui a eu beaucoup de succès dans toute l'Europe. Alors, au XVIe siècle, les Européens ont réussi à atteindre la Chine en contournant le cap de Bonne-Espérance, donc l'extrémité sud de l'Afrique. Et dès lors, un commerce actif a pu se développer entre la Chine et l'Europe. Mais très vite, il y a un gros problème qui est apparu, c'est la durée du voyage. Entre l'Europe de l'Ouest et la Chine, pour faire l'aller-retour, eh bien, il faut compter une bonne vingtaine de mois. C'est un voyage très, très long. Donc, très vite, les Européens ont recherché d'autres alternatives pour raccourcir la durée du voyage. Et des navigateurs sont partis à la recherche du passage du Nord-Ouest, donc une route plus rapide permettant d'atteindre la Chine à partir de l'Europe en contournant l'Amérique du Nord. Et parmi ces navigateurs, il y a l'anglais Henry Hudson, qui en 1610 a réussi, il était alors au service de la Compagnie anglaise des Indes orientales, et il a réussi à découvrir le détroit d'Hudson et la baie d'Hudson. Alors Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, a essayé aussi de trouver un chemin vers la Chine. Alors lui, à travers l'Amérique du Nord. Il s'est attelé à cette tâche assez vite, dès 1603. Et dès 1603, il a pensé que deux chemins vers la Chine étaient possibles. Alors d'abord, il a dû franchir un obstacle important, c'est celui des rapides de la Chine. Alors ça l'a occupé pendant toute la période qui va de 1603 à 1611. Enfin, il a réussi à franchir donc ces rapides de la Chine et il a pu atteindre la région des Grands Lacs et il a pu atteindre presque le Mississippi. Alors ça a occupé tout le restant de son existence de 1611 jusqu'en 1635. Alors, d'abord, pour commencer, je vais rappeler quand même quelques données sur Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, il est né vers 1580 dans le port de Brouage, donc qui se trouve ici, au sud de La Rochelle, en Saintonge. Et Samuel de Champlain, il est issu d'une famille de marins. Il a appris assez tôt à naviguer avec son père et puis avec ses oncles maternels. Et c'était aussi un jeune homme très doué pour le dessin. Et donc, dès 1592, alors qu'il avait à peu près 12 ans, eh bien, il a été engagé comme fourrier dans le service des logis de l'armée du roi Henri IV en Bretagne. Henri IV était le roi de France. Henri IV était alors en guerre contre les ligueurs du duc de Mercœur et leurs alliés espagnols. Alors un fourrier, c'est quelqu'un qui est chargé d'aider à organiser les camps de l'armée en marche et à trouver des vivres et des fourrages. Et dans le service des logis de l'armée du roi Henri IV, eh bien, le jeune Champlain a acquis une compétence indispensable au fourrier, c'est celle de dresser des cartes. Les cartes sont en effet des outils indispensables pour fixer les itinéraires
empruntées par l'armée lorsqu'elle se déplace, et aussi pour trouver des logements et du ravitaillement. Alors, on possède plusieurs cartes qui sont issues du service des logis de l'armée du roi Henri IV, et là, je vous en présente une qui date de l'époque de Champlain, qui date de la fin du XVIe siècle, et c'est une carte qui, jusqu'à peu, faisait partie d'une collection privée, et elle vient d'être achetée par la Bibliothèque nationale de France, et donc aujourd'hui, elle est conservée à Paris. Alors, les membres du service des logis de l'armée du roi Henri IV doivent être aussi de très bons observateurs. Et donc, le service des logis de l'armée du roi Henri IV a été un très efficace service de renseignement. Et donc, le jeune Samuel de Champlain, il n'a pas seulement reçu là une formation de cartographe, mais aussi une formation d'espion. Et il a été amené dans sa jeunesse à faire plusieurs missions de renseignement. Alors, le 2 mai 1598, la paix a été conclue entre la France et l'Espagne. Champlain a été démobilisé et à ce moment-là, il a pu accompagner son oncle maternel, Guillaume Allen, qui était chargé de rapatrier en Espagne la garnison espagnole du port breton de Blavet. Et le navire de l'oncle de Samuel de Champlain, le navire de Guillaume Allen, Guillaume Allen avec Champlain à son bord, et tout l'équipage français, ont été réquisitionnés par le gouvernement espagnol pour faire partie de la flotte des Indes occidentales, chargée d'aller chercher l'or et l'argent produits par l'Amérique espagnole. Et donc, de février 1599 à février 1600, Champlain a voyagé dans les Amériques, dans les Indes occidentales, dans l'Amérique espagnole, et il a séjourné à Porto Rico et aussi au Mexique et à Cuba. Et à son retour en Espagne, Champlain a rédigé une relation de son voyage, une relation illustrée, une relation qui est restée manuscrite et qui est intitulée Le bref discours. Alors, il y a plusieurs manuscrits qui existent, on n'a plus le manuscrit original, mais on a encore des copies. Et l'extrait que je vous présente là, que je vous montre, eh bien, il se trouve dans le Rhode Island, à Providence, à la John Carter Brown Library. Alors, cette relation de voyage, ce bref discours, Champlain l'a présenté au roi Henri IV au Louvre à Paris au début de 1602. Et le roi Henri IV a été très, très intéressé et il a décidé de verser à Champlain, à partir de 1602, une pension pour lui permettre de vivre à la cour. Alors, à partir de 1602, Champlain est chargé par le roi de France Henri IV de rassembler toute la documentation qui existe afin de préparer la conquête de l'empire de Guyana. L'empire de Guyana se trouve dans le nord de l'Amérique du Sud. Alors, selon ce qu'on pensait à l'époque, cet empire de Guyana avait été créé par le dernier empereur inca, Manco Capac, avec tout le trésor qu'il avait pu préserver. Bon, ce projet de conquête de l'empire de Guyana a été abandonné et au début de 1603, Champlain a été chargé par le roi Henri IV d'aider Aymar de Chaste, gouverneur de Dieppe, afin de créer une colonie française dans l'Amérique du Nord-Est. Et donc Champlain a dû rassembler toute la documentation existant sur l'Amérique du Nord-Est. Alors, il a fréquenté les archives de l'amirauté de Dieppe, donc à Dieppe, et là vous avez une vue du port normand de Dieppe, une vue actuelle avec au premier plan le château de Dieppe, qui était justement occupé par le gouverneur Aymar de Chaste, un château dans lequel a vécu, a séjourné à plusieurs reprises Samuel de Champlain. Et Samuel de Champlain a pu aussi consulter des ouvrages et des cartes conservées dans la bibliothèque du roi à Paris. Alors, il a pu consulter toute la littérature géographique
géographique de l'époque. Et il a également eu l'occasion, pour étoffer son dossier, il a pu rencontrer deux montagnais, deux autochtones canadiens, qui ont été présentés au roi Henri IV au Louvre par François Gravé, donc un Malouin qui était installé à Honfleur, en 1602. Et grâce à tout cela, grâce à ses recherches dans les archives de l'amirauté de Dieppe, grâce à ses recherches dans la bibliothèque du roi, grâce à ses contacts avec ces deux montagnais et puis avec des navigateurs connaissant le littoral de l'Amérique du Nord-Est, eh bien, Champlain a pu constituer tout un dossier que j'ai eu la chance de retrouver il y a quelques années à la Bibliothèque nationale de France à Paris, au département des manuscrits. Et j'ai pu publier ce dossier en 2019 dans le premier tome de mes œuvres complètes de Champlain qui ont été publiées à Québec chez Septentrion. Alors, je peux vous montrer une vue un extrait de ce dossier, donc constitué par Champlain. C'est un dossier manuscrit écrit de la main de Samuel de Champlain. Et d'ailleurs, ce sont les seuls documents autographes de Champlain que l'on possède, avec une carte qui se trouve à la bibliothèque du Congrès à Washington. Alors, Champlain, il fait un petit résumé de toutes les connaissances géographiques de l'époque sur l'Amérique du Nord. Et il décrit en particulier tout le Canada actuel avec la vallée du Saint-Laurent. Alors, on peut lire ceci, alors c'est assez facile à lire parce que Champlain écrit assez bien, et on peut lire ici, dans l'Europe, ne se trouve pas une telle rivière que celle de Hochelaga. Alors ça, c'est le Saint-Laurent, que je tiens sans doute la plus grande du monde, prenant sa source du lac de Zoubgara, près des 7 cités, sous le degré 264e de longitude, et entre à la mer par la Grande Baie sous 332, qui font 2000 lieues françaises de longueur. Aussi paraît le flux et reflux jusqu'au Grand Saut, distant, alors là c'est le rapide de la Chine, distant 400 lieues de son embouchure, où les navires peuvent monter 300 pour les grandes profondeurs qui y sont. Et il continue encore sa description de la vallée du Saint-Laurent en écrivant ceci plus bas. Le lac de Zoubgara, donc le lac de Zoubgara, c'est l'endroit où, selon Champlain, le Saint-Laurent prend sa source. Le lac de Zoubgara est salé et produit trois grands fleuves, savoir la rivière d'Abilo qui court au nord, celle de la Gada qui tombe au fond dans la mer Vermelho ou Californie, donc c'est le golfe de Californie, par lesquels l'on pourrait aller à la Chine et la non pareille de Hochelaga qui vient à l'est le long des montagnes de Zuala, passant par le milieu du grand lac Avakal et après par un autre moindre et puis par celui d'Angoulême au bout duquel, vers le sud-ouest, il y a une belle rivière semblable à la Seine qui sort des monts d'Appalchem, c'est les Appalaches, riches de mines d'or et d'argent. Voilà. Et Champlain donc décrit toute la vallée du Saint-Laurent. Donc pour lui, la vallée du Saint-Laurent permet d'atteindre le lac de Zoubgara. Et à partir du lac de Zoubgara, on peut descendre une rivière, la rivière de la Gada, qui permet d'atteindre le golfe de Californie et la Chine. Et Champlain poursuit un petit peu plus loin, il donne d'autres renseignements, et il dit ici davantage, comme j'ai dit ci-dessus, nous pourrions aller au Cathay et à la Chine avec plus d'aisance et de sûreté que par autre route, parce que nous aurions garnison dans l'île d'Avakal et une autre dans celle de Conibas, duquel lieu nous ferions le voyage en juillet ou août par la mer du Nord dans 1 mois ou 6 semaines sans difficulté, qui serait un très grand honneur et profit, etc. Donc, vous voyez, dès 1603, alors que Champlain prépare
une expédition envisagée par Aymar de Chaste, eh bien, Champlain pense qu'il y a une route possible pour atteindre la Chine, donc en suivant d'abord le Saint-Laurent, hein, qui va jusqu'au lac d'Abacal, et puis après qui permet de rejoindre le golfe de Californie. Et il envisage aussi une autre route pour atteindre la Chine, alors une route qui passe par deux lacs, les lacs d'Avacal et de Conibas. Alors, où est-ce que Champlain a-t-il pu trouver toutes ces informations? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir consulter un certain nombre de cartes que Champlain avait lui-même consultées, donc des cartes qui sont conservées aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France à Paris et qui, à l'époque, faisaient partie de la bibliothèque du roi Henri IV, bibliothèque que Champlain a fréquentée. Alors, parmi ces cartes, il y a d'abord celle-ci, qui est extraite d'un ouvrage de Cornelius Whitfleet, qui est paru à Louvain, aux Pays-Bas, dans les provinces des Pays-Bas espagnols en 1597, qui s'appelle Descriptionis Ptolemaicae Augmentum, et c'est une carte de la région du lac Conibas, hein, le lac Conibas que vous avez ici. Alors, si vous voulez vous situer un petit peu, vous voyez qu'il y a ici, il y a Hochelaga, donc qui correspond à l'actuelle ville de Montréal. Et le Saint-Laurent se trouve et est dessiné ici au sud. Alors, on retrouve là un certain nombre de toponymes que Champlain utilise dans le dossier que j'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale et dont je vous ai lu des extraits. Une autre carte de Cornelius Whitfleet utilisée par Samuel de Champlain est celle-ci, une carte de la Nouvelle-France et du Canada, hein, où vous retrouvez l'estuaire du Saint-Laurent, le Saint-Laurent ici, et vous retrouvez donc Hochelaga, hein, c'est-à-dire l'actuelle île de Montréal, qui se trouve à cet emplacement. Et parmi les cartes utilisées par Samuel de Champlain, eh bien, il y a également celle-ci, donc vous avez un extrait, c'est une carte du Pacifique. C'est une carte du Pacifique qui est parue à Amsterdam en 1600 et qui a été dessinée par Gabriel Tatton. Et sur cette carte, vous retrouvez le fameux lac de Zoubgara, donc qui, selon Champlain, est la source du Saint-Laurent. Donc le lac de Zoubgara est ici, hein, le Saint-Laurent est là. Et vous retrouvez la rivière de la Gada qui sort du lac de Zoubgara, qui est ici, et qui se jette dans le golfe de Californie, un golfe de Californie, la mer Vermeille, la mer Vermelho, golfe de Californie qui communique avec le Pacifique et qui permet donc d'atteindre la Chine. Alors, il y a encore une autre carte que Champlain a connue. Alors, celle-ci, c'est une carte anglaise qui a été dessinée par Edward White en 1598. Et alors, c'est une carte du monde. Là, vous avez un extrait qui concerne l'Amérique du Nord-Est. Alors, vous reconnaissez peut-être ici l'estuaire du Saint-Laurent. Hein, l'estuaire du Saint-Laurent est là. Hochelaga, donc Montréal, est situé ici. Et Edward White situe plus à l'ouest d'Hochelaga un lac qui est là, avec une île ici, et une deuxième étendue qui se trouve ici, avec une île qui est également là. Et donc là, dans cette carte, on peut voir donc le lac d'Avacal avec son île dont parle Champlain, et ici probablement le lac de Conibas avec aussi une île dont parle également Champlain. Alors sur cette carte, le lac d'Avacal est dit être le lac de Tadoussac. Alors, ça pose un petit problème. On se rend compte que ici, sur cette carte, il y a une confusion entre le lac de Tadoussac et la rivière Saguenay. Et alors ça, c'est une confusion qui vient de Jacques Cartier, du récit du deuxième voyage de Jacques Cartier. Et donc, ça nous permet de souligner que selon Champlain, donc il y a deux routes
qui sont possibles pour aller en Chine. Alors, il y a la route du Saint-Laurent, hein, donc la route du Saint-Laurent qui mène selon Champlain jusqu'au lac de Zubgara et après facilement jusqu'au golfe de Californie et au Pacifique. Et la deuxième route, ce sont les lacs d'Avakal et de Conibas qui communiquent avec la mer du Nord. Alors là, il y a deux possibilités. Ou bien le lac d'Avakal et le lac de Conibas correspondent donc à la rivière des Outaouais. Hein, c'est pour ça que sur les cartes, ces lacs se trouvent tout de suite à l'ouest d'Hochelaga. Donc ce serait la rivière des Outaouais. Ou alors il y a une deuxième possibilité que c'est que les lacs de Conibas et d'Avakal, eux, correspondent plutôt à la rivière du Saguenay, donc qui se jette dans le Saint-Laurent à Tadoussac. Alors ça, ces deux hypothèses, eh ben, Champlain va les vérifier, toutes ces hypothèses, hein, accéder à la Chine par le Saint-Laurent ou accéder à la Chine par la rivière des Outaouais et la rivière du Saguenay, eh ben, Champlain va vérifier tout ça durant ces expéditions suivantes. Alors, Champlain donc va participer à une expédition qui est organisée par Aymar de Chaste dans la vallée du Saint-Laurent en 1603. Alors, Aymar de Chaste reste en France et celui qui dirige l'expédition, c'est François Gravé, donc un Malouin installé à Honfleur qui connaît très bien la vallée du Saint-Laurent puisqu'il la fréquente depuis le milieu des années 1570. Alors, Champlain accompagne François Gravé et le roi Henri IV a chargé Champlain de lui faire à son retour un fidèle rapport. Hein, c'est ce que Champlain écrit dans un de ses ouvrages. Et l'expédition a quitté Honfleur le 15 mars 1603 et le navire de Champlain et de François Gravé est entré dans la baie de Tadoussac le 26 mai 1603. Alors ça, c'est un épisode assez célèbre. Tout près de l'embouchure du Saguenay, sur la pointe aux Alouettes, Gravé et Champlain ont rencontré des autochtones, en particulier le chef montagnier Anadabidjou et ses alliés Algonquin et Etchemin, qui étaient de retour d'un raid contre les Iroquois. Et le 27 mai 1603, Champlain et Gravé ont pu participer à un repas à la tabagie de Tadoussac, ce qui a permis de renouveler une vieille alliance entre les Français et les montagnais. Alors tout de suite après, le 11 juin 1603, eh bien, Champlain est parti explorer le Saguenay, hein, pour essayer de vérifier si ça correspondait au lac d'Avakal, permettant d'accéder au lac de Conibas, puis à la mer du Nord. Alors, ça, je vous ai mis là ici une vue du fjord du Saguenay. Alors, Champlain, il a remonté le Saguenay sur à peu près 12 ou 15 lieues à partir de Tadoussac, c'est-à-dire à peu près une soixantaine de kilomètres. Alors, Champlain s'intéresse donc au Saguenay. Hein. Il a, parmi les cartes qu'il a utilisées, il y a celle-ci qui a été réalisée par Gérard Mercator en 1569. Et vous voyez, le Saguenay est ici, Tadoussac est là, le Saguenay est ici, et on voit que sur cette carte que la source du Saguenay est proche d'une région où il y a des lacs, hein, et donc, alors, des lacs qui sont très proches l'un de l'autre avec une île au milieu, alors qui peuvent même, on peut y voir un seul lac, donc probablement le lac d'Avakal, et à côté, ici, vous avez une autre étendue qui peut correspondre au lac de Conibas. Alors Champlain connaissait cette carte, hein, donc il va essayer de vérifier si le Saguenay permet d'accéder au lac d'Avakal et au lac de Conibas. Alors bon, et donc à la Chine, il va être assez déçu parce que finalement,
ces guides amérindiens, ils veulent pas lui permettre de remonter complètement le Saguenay. Il est obligé de s'arrêter en route. Alors, ces guides amérindiens, donc des guides montagnais, lui expliquent qu'au bout du Saguenay, il y a un lac, hein, donc peut-être le lac d'Avaca, en fait, c'est le lac Saint-Jean, et que autour de ce lac, eh bien, il y a des Indiens, des Amérindiens qui viennent du nord, donc des Cris, qui viennent pour échanger des fourrures avec les montagnais, qui eux apportent des marchandises européennes. Alors, les montagnais ne veulent pas que les Français remontent plus loin, donc Champlain est obligé de revenir à Tadoussac. Alors, dès le 18 juin 1603, eh bien, avec Gravé, il commence une remontée du Saint-Laurent. Donc, ils partent dans une barque guidée par des montagnais qui, eux, sont dans un canot. Et ils commencent à remonter le Saint-Laurent. Et le 27 juin 1603, ils arrivent à Trois-Rivières. Et là, Champlain apprend de ses guides la possibilité d'atteindre le Saguenay par la rivière Saint-Maurice. Alors Champlain essaye de remonter un petit peu le Saint-Maurice, mais bon, il peut pas aller très loin parce que ses guides refusent de l'accompagner au-delà. Hein. Ça va être un problème que Champlain va souvent rencontrer. Ses alliés amérindiens cherchent à rester encore des intermédiaires entre les Européens et les Cris. Et donc, ils ne veulent pas lui permettre d'atteindre les contrées du Nord. Alors, le 3 juillet 1603, Gravé et Champlain arrivent aux rapides de la Chine, donc en face de l'île de Montréal. Alors, bon, la Chine, les rapides de la Chine, c'est pas un toponyme qui date de l'époque de Champlain, c'est un toponyme qui apparaîtra à la fin du XVIIe siècle. Champlain, lui, il parle du Sault Saint-Louis ou du Grand Sault. Alors, Champlain est assez impressionné par les rapides de la Chine. Alors, bon, puis il peut pas, pour les remonter, il serait obligé de monter dans des canaux amérindiens. Bon, il n'ose pas le faire. Et finalement, bon, ils essayent de contourner les rapides de la Chine à l'intérieur des terres, mais finalement, ils y renoncent. Et grâce à ces guides amérindiens, eh bien, Champlain a réussi à obtenir des informations sur la région des Grands Lacs, et même une carte est dessinée par les guides amérindiens à la demande de Champlain. Alors, Champlain arrive à collecter donc des informations. Il apprend, grâce à ses guides, qu'au-delà des rapides de la Chine, ben, il y a une rivière qui, je cite, ce Champlain, va dans la demeure des Algonquins, donc c'est la rivière des Outaouais. Et Champlain apprend aussi qu'au-delà des rapides de la Chine, sur le Saint-Laurent, il y a de nouveaux sauts, il y a de nouveaux rapides à franchir et il y a des lacs à traverser. Alors donc il entend parler du lac Saint-François et il entend aussi parler du Grand Lac Ontario. Et ces guides lui apprennent aussi que plus loin, eh bien, il y a les chutes du Niagara. Donc, je cite Champlain, un saut qui est quelque peu élevé, où il y a beaucoup d'eau, laquelle descend d'un autre lac. Alors, cet autre lac, eh ben, c'est le lac Erie. Et les guides amérindiens de Champlain disent que plus loin, il y a un lac qui est encore plus grand. Alors, c'est le lac Huron, et les guides de Champlain disent, je cite, qu'il est si grand qu'ils ne se hasarderont pas à se mettre au large, de peur que quelques tourmentes ou coups de vent ne les surprennent, que l'eau y est très mauvaise comme celle de cette mer. Donc, eau très mauvaise, c'est-à-dire avec de l'eau salée. Et donc, Champlain pense que le lac Huron eh ben, correspond au lac salé de Zoubgara, qui permet d'avoir accès à l'océan Pacifique. Alors ça, c'est une information intéressante. Alors, Champlain revient avec Gravé, ils reviennent à Tadoussac, ils séjournent à Gaspé, alors donc ici en Gaspésie, et là, du 15 au 19 juillet 1603,
eh ben, dans les environs de Gaspé, Champlain interroge des autochtones, il interroge des indigènes Micmac sur la région de Gaspé. Et là, Champlain se demande si plus au sud, il y aurait pas un passage qui permettrait de rejoindre le Saint-Laurent à proximité du lac de Zoubgara. Alors ça, c'est une hypothèse qu'on trouve sur certaines cartes, en particulier sur la carte de White qui date de 1598, où vous voyez ici donc un passage, on est là sur la côte de la Nouvelle-Angleterre, et il y a donc est dessiné un passage qui permettrait de passer de l'océan Atlantique jusque dans la région, jusque dans la vallée du Saint-Laurent. Alors ça, Champlain est assez intéressé, et puis par la suite, il va essayer de vérifier cette hypothèse. Alors au moment où il est à Gaspé, Champlain apprend aussi que, grâce aux indigènes Micmac, qu'il y a des mines de cuivre et d'argent sur les rives de la baie de Fundy. Alors ça, c'est une information intéressante. Les Français rentrent donc en France, et là, ils vont se lancer dans la préparation d'une expédition en Acadie. Alors, Champlain va séjourner en Acadie de 1604 à 1607. Il est à la recherche donc de mines de cuivre et d'argent, et aussi d'un passage qui permettant à partir de l'Atlantique d'accéder à la vallée du Saint-Laurent et au lac de Zoubgara. Alors il reste en Acadie de 1604 à 1607. Et à l'occasion de son séjour, il va explorer tout le littoral de l'Amérique du Nord-Est. Donc, il va explorer la Nouvelle-Écosse, il va explorer le Nouveau-Brunswick, mais aussi la Nouvelle-Angleterre jusqu'au Cape Cod. Hein. Et alors là, bah, pendant toutes ces années d'exploration, il sera assez déçu parce qu'il ne trouvera pas de mines de cuivre et d'argent intéressantes. Et puis, il ne trouvera pas non plus ce fameux passage entre l'Atlantique et le Saint-Laurent. Hein, en tout cas, pas dans ce passage n'existe pas dans cette région. Alors, en 1608, Champlain revient dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, il fait une nouvelle exploration du Saguenay qu'il tente de remonter en juin 1608 avec des guides montagnais. Et là, il va un petit peu plus loin, hein, mais guère plus. Il remonte le Saguenay sur une cinquantaine de lieues, c'est-à-dire sur à peu près 200 kilomètres. Ensuite, eh ben, Champlain est allé fonder Québec, donc le 3 juillet 1608. Alors, je vous ai mis ici une représentation de la première habitation de Québec, une illustration qu'on trouve dans un ouvrage de Champlain, dans ses voyages, qui sont parus en 1613. Et pendant ce séjour dans la vallée du Saint-Laurent, donc qui s'échelonne de juillet 1608 jusqu'à la fin de l'été 1609, eh ben, Champlain participe aussi à une expédition contre les Iroquois, donc au sud du lac Champlain, expédition qui va le mener jusqu'à la pointe de Ticonderoga, ici. Et vous savez tous que le 30 juillet 1609, eh bien, sur la pointe de Ticonderoga, au bord du lac Champlain, eh bien, Champlain et ses alliés montagnais algonquins et Hurons se sont livrés à une bataille contre les Iroquois, et ils ont réussi à battre les Iroquois. Alors ça, c'est une représentation très célèbre qui se trouve justement dans les voyages de 1613 de Champlain. Alors Champlain est rentré en France en octobre 1609, et au printemps suivant, il est revenu dans la vallée du Saint-Laurent, donc en 1610, et il a de nouveau participé à une expédition avec ses alliés contre les Iroquois. Et la nouvelle bataille a lieu cette fois-ci près de l'embouchure de la rivière Richelieu, donc ici. Et cette bataille
a été aussi illustré dans l'ouvrage de Champlain, les voyages de 1613. Ça a été une nouvelle victoire de Champlain et de ses alliés contre les Iroquois. Alors, lors de ce séjour de 1610 dans la vallée du Saint-Laurent, Champlain a pu aussi confier au chef algonquin iroquais un jeune Français qui s'appelle Thomas Godefroy, un jeune adolescent. Et ce jeune adolescent, Thomas Godefroy, a pu vivre avec les Algonquins pendant une année. Alors, ce Thomas Godefroy, il a contourné les rapides de la Chine pour atteindre la rivière des Outaouais en juillet 1610. Pendant l'hiver 1610-1611, Thomas Godefroy et les Algonquins des Iroquais sont allés séjourner chez les Hurons, donc au bord de la baie Georgienne. Et en juin 1611, Thomas Godefroy, avec des Algonquins et des Hurons, a pu descendre les rapides de la Chine en canot. Alors, Thomas Godefroy, c'est le premier Européen qui a franchi les rapides de la Chine en canot. Et en 1611, eh bien, il a retrouvé, au bord du Saint-Laurent, sur l'île de Montréal, il a pu retrouver Champlain, qui en 1611 a fait un nouveau séjour dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, Champlain, à l'occasion de ce séjour de 1611, a dessiné une carte de la région de Montréal. Alors, par rapport à aujourd'hui, elle est à l'envers, hein. Donc, les rapides de la Chine sont ici et l'île de Montréal est là. Et Champlain donc a séjourné au bord du Saint-Laurent, donc il a rencontré donc des Algonquins et des Hurons. Alors les Hurons étaient assez effrayés par le grand nombre de Français qui étaient présents avec Champlain pour faire la traite des fourrures, et les Hurons ont préféré aller faire un campement un peu plus loin au bord du lac des Deux Montagnes. Ils ont donc le lac des Deux Montagnes, hein, qui se trouve ici. Les rapides de la Chine sont là. Et une fois qu'ils étaient installés au bord du lac des Deux Montagnes, eh bien, les Hurons ont fait venir Champlain avec Thomas Godefroy. Et là, ils ont pu faire un festin au bord des lacs de montagne, ce qui a permis à Champlain de consolider son alliance avec les Hurons. Et probablement le 19 juin 1611, Champlain a été ramené auprès des Français en canot par les Hurons en descendant les rapides de la Chine. Donc Champlain a franchi les rapides de la Chine dans un canot amérindien, donc probablement le 19 juin 1611. Alors il nous a laissé un récit de son franchissement des rapides de la Chine qui a été particulièrement impressionnant. Alors je peux vous le lire parce que c'est un texte qui est assez fort. Pour ce faire, ils équipèrent 8 canots pour passer le Dissau et se dépouillèrent tous nus et me firent mettre en chemise, car souvent il arrive que certains se perdent en le passant. Partout se tenant les uns près des autres pour se secourir promptement si quelque canot venait à se renverser. Il me disait, si par malheur le tien venait à tourner, ne sachant point nager, ne l'abandonne en aucune façon, et tiens-toi bien à de petits bâtons qui y sont par le milieu, car nous te sauverons aisément. Je vous assure que ceux qui n'ont pas vu ou passé le dit endroit en de petits bateaux comme ils ont ne le pourraient pas passer sans grande appréhension, même les plus assurés du monde. Mais ces nations sont si adroites à passer les seaux que cela leur est facile. Je le passais avec eux, ce que je n'avais jamais fait, ni un autre chrétien, hormis mon dit garçon. Il parle là de Thomas Godefroy. Alors, à l'occasion de son séjour sur l'île de Montréal, à ce moment-là, en 1611, à la mi-juillet 1611, Champlain a confié
au chef algonquin Tessouat, le chef des Kijésibérini, qui habitait sur l'île Morrison, dans le cours supérieur de la rivière des Outaouais, il leur a confié un jeune Français, Nicolas de Vigneault. Et ce Nicolas de Vigneault, donc, il est chargé de passer tout l'hiver 1611-1612 avec les Algonquins de l'île Morrison, et il est chargé par Champlain de faire quelques découvertes du côté du nord. Alors là, on rentre dans une autre période de la vie de Champlain, donc qui va être son exploration de la région des Grands Lacs, donc à partir de 1611. Alors en 1612, Champlain n'est pas venu dans la vallée du Saint-Laurent parce qu'il était occupé à ce moment-là par des démarches pour faire nommer par le roi Louis XIII le comte de Soissons, puis le prince de Condé, comme lieutenant général en Nouvelle-France. Et alors à la fin de l'été 1612, alors qu'il était à Paris, Champlain a rencontré Nicolas de Vigneault, donc de retour de son séjour chez les Algonquins. Et Champlain nous a laissé le récit de cette rencontre. Alors il écrit ceci, c'est assez important, il me rapporta à son retour à Paris en l'année 1612 qu'il avait vu la mer du Nord, que la rivière des Algonquins, c'est-à-dire la rivière des Outaouais, sortait d'un lac qui y déchargeait et qu'en 17 journées, l'on pouvait aller et venir du Sault-Saint-Louis, c'est-à-dire des rapides de la Chine, à la dite mer, qu'il avait vu les bris et fracas d'un vaisseau anglais qui s'était perdu à la côte, où il y avait 80 hommes qui s'étaient sauvés à terre, que les sauvages tuèrent parce que les 10 Anglais voulaient leur prendre leur blé d'Inde et autres vivres par force, et qu'il en avait vu les têtes que ces sauvages avaient écorchées selon leur coutume, lesquelles ils voulaient me faire voir, et en même temps me donner un jeune garçon anglais qu'ils m'avaient gardé. Alors ça, ces informations, ce récit est très important. Champlain en parle autour de lui, hein, il raconte autour de lui qu'un de ces truchements, un de ces jeunes Français envoyés chez les Algonquins a pu accéder à la mer du Nord, qui permet aussi d'accéder à la Chine. Et il en parle au président Janin. Le président Janin, c'est le contrôleur général des finances de Louis XIII, le ministre des finances de Louis XIII, qui est un personnage très intéressé par la recherche des passages du nord-est ou du nord-ouest d'ailleurs. Hein, ce président Janin a été ambassadeur de France aux Provinces-Unies et c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts avec les géographes et les navigateurs. Et ce président Janin, c'est un ami du géographe néerlandais Petrus Plancius, un spécialiste de l'Arctique. Et grâce à Janin et à Plancius, eh ben, Champlain a pu obtenir la relation de l'expédition d'Henry Hudson, faite en 1610-1611. Alors, Henry Hudson, je l'ai rappelé dans mon introduction, c'est quelqu'un qui, lors d'une expédition en 1610, a pu atteindre la baie d'Hudson. Donc, il a séjourné au sud de la baie d'Hudson, dans la baie de James, pendant tout l'hiver 1610-1611. Et ensuite, en juillet 1611, il a dû faire face à une mutinerie de son équipage. Et Henry Hudson, son fils John et 7 membres de son équipage ont été abandonnés dans une chaloupe par l'équipage mutin de son navire, hein, qui s'appelait The Discovery. Et en tout, donc, vous voyez, donc il y a les mutins ont abandonné donc Henry Hudson et son fils et 7 de ses compagnons. Alors ça, c'est peut-être Champlain, de Nicolas Vigneault, quand il parle des Anglais qui ont été tués par des Amérindiens près de la mer du Nord. Eh ben, Nicolas Vigneault fait sans doute allusion au sort qui a été réservé à Henry Hudson et à ses compagnons d'infortune. Et le jeune homme anglais que les Amérindiens veulent confier à Champlain, eh bien, il s'agit probablement de John Hudson, le fils d'Henry Hudson. En effet, il y a des traditions orales parmi les indigènes de la baie Hudson qui permettent de croire que John Hudson a pu survivre alors que son père et ses autres compagnons ont été tués par les indigènes
alors qu'ils essayaient de s'emparer de céréales que les Indiens, les Cris, avaient pu obtenir des Népissing. Alors, Champlain réussit à obtenir la relation du voyage d'Henry Hudson, alors une version latine, dont vous avez ici la page de titre. Hein. C'est un ouvrage qui a été publié à Amsterdam à la fin de 1612 par Essel Gerritz. Et dans cette relation du voyage d'Henry Hudson, eh ben, il y a une carte qui a été dessinée par Henry Hudson et qui a été ramenée en Angleterre par les mutins du Discovery. Alors, cette carte s'appelle Tabula Nautica et Champlain va l'utiliser pour réaliser lui-même une carte du nord de l'Amérique du Nord, et une carte qu'il fait pendant l'été 1612. Alors, il reprend toute la carte d'Hudson et en particulier les toponymes, même toutes les mentions, hein, qu'il reprend sur sa propre carte sans même chercher à les traduire. Alors Champlain est très intéressé par ce voyage d'Henry Hudson qui confirme les dires de Nicolas de Vigneault et Champlain donc décide de faire une expédition devant lui permettre d'atteindre la mer du Nord. Alors il quitte Honfleur le 6 mars 1613, il arrive au rapide de la Chine le 21 mai 1613 et à partir du 30 mai, eh ben, il entreprend la remontée de la rivière des Outaouais. Alors, vous voyez, Montréal est ici, la rivière des Outaouais est là. Et donc, Champlain va remonter la rivière des Outaouais. Il arrive, alors je vais grossir un petit peu la région, il arrive dans le cours supérieur de la rivière des Outaouais et il atteint donc au mois de juin 1613, il arrive au bord du lac aux Allumettes, ici près, donc chez les Algonquins du chef Tessouat, qui sont ici sur l'île Morrison. Alors, Champlain aimerait que ce chef algonquin, que ce chef Tessouat, lui accorde lui accorde des guides pouvant l'emmener chez un peuple voisin qui s'appelle celui des Népissing, qui ont l'habitude d'aller jusqu'à la mer du Nord. Mais Tessouat, le chef algonquin, il veut rester un intermédiaire obligé entre les Français et les peuples du Nord, et donc il refuse de lui accorder des guides. Et il va même jusqu'à accuser Nicolas de Vigneault, qui est présent aux côtés de Champlain, d'avoir menti et de lui-même de n'avoir jamais atteint la mer du Nord. Alors, pour éviter que le conflit dégénère avec les Algonquins de Tessouat, Champlain préfère retourner dans la vallée du Saint-Laurent. Il quitte l'île Morrison et il revient aux rapides de la Chine qu'il atteint donc le 17 juin 1613. Ensuite, tout de suite après cela, eh bien, Champlain repart pour Tadoussac et rentre en France, où il arrive le 26 août 1613. Donc son expédition jusqu'à la mer du Nord a été un échec. Il s'est heurté à l'opposition du chef algonquin Tessouat. Alors Champlain retourne en France et il reste en France en 1614, parce qu'en 1614, eh ben, le prince de Condé se révolte contre la régente Marie de Médicis, et le prince de Condé c'est le supérieur hiérarchique de Champlain. À ce moment-là, il est lieutenant général de la Nouvelle-France. Et en plus, il y a les États généraux qui se réunissent à Paris à ce moment-là. Alors, Champlain ne peut pas donc revenir dans la vallée du Saint-Laurent. Il reste en France et là, il entreprend des démarches pour obtenir l'envoi de missionnaires récollets au Canada. Il engage ses démarches auprès de la régente Marie de Médicis. Henri IV est mort depuis 1610, c'est le jeune Louis XIII qui dirige la France. Et Marie de Médicis, c'est une dévote. Et Champlain pense qu'en recrutant des missionnaires récollets pour aller dans la vallée du Saint-Laurent, eh bien, cela lui permettra d'obtenir plus facilement l'appui de la régente. Alors, Champlain part de nouveau dans la vallée du Saint-Laurent avec cette fois-ci des récollets. Il part avec 4 missionnaires récollets. Il part d'Honfleur
le 24 avril 1615 et ils arrivent à Tadoussac le 25 mai 1615 et là un des récollets, le père Joseph Le Caron, tient absolument à aller passer l'hiver 1615-1616 chez les Hurons au bord de la baie Georgienne et Champlain bon est pas très chaud, pas très enthousiaste pour l'accompagner, mais bon, il peut pas faire autrement, hein, d'autant plus que les Hurons sont des alliés et qu'ils lui demandent depuis longtemps de les accompagner dans une expédition contre les Iroquois. Alors Champlain, finalement, décide d'accompagner le récollet chez les Hurons. Alors il part le 9 juillet 1615, il part avec un valet, il part avec son interprète Thomas Godefroy et puis il part avec des guides amérindiens. Il remonte la rivière des Outaouais, il passe par la rivière Mattawa, le lac Nipissing, il descend la rivière des Français, il arrive dans la baie Georgienne, donc il fait partie du lac Huron, et il descend au sud donc du lac Huron et il arrive en Huronie, chez les Hurons le 1er août 1615, donc dans la région de l'actuelle péninsule de Pénétan-Kishinev. Et en octobre 1615, avec ses alliés Hurons, eh bien Champlain participe à une expédition contre les Iroquois. Alors cette expédition, elle le mène jusque dans le nord de l'État de New York, ici près de l'actuelle ville de Syracuse. Vous le voyez ici sur ma carte. Alors il est à ce moment-là chez des Iroquois qu'on appelle les Onontaga. Et ces Onontaga vivent dans un village qui est fortifié et Champlain et ses alliés amérindiens décident d'en faire le siège. Alors Champlain fait construire ce qu'on appelle un cavalier, donc que vous avez représenté ici. Donc ce cavalier, c'est une construction en bois qui permet de dominer l'enceinte du village Onontaga et de tirer à l'arquebuse directement sur les Onontaga. Et pendant ce temps-là, des alliés amérindiens de Champlain essayent de mettre le feu à la palissade Onontaga. Alors bon, malheureusement, les alliés de Champlain se montrent assez indisciplinés et Champlain et ses alliés n'arrivent pas à prendre le village Onontaga. Ils sont obligés de lever le siège. Alors Champlain a été blessé, il a reçu une flèche dans le genou, il ne peut plus marcher et il est porté par un Huron dans un panier. Alors la retraite est assez douloureuse pour lui et Champlain revient en Huronie et il est obligé de passer l'hiver 1615-1616 en Huronie. Alors, pendant son séjour en Huronie, il visite des peuples voisins, les Pétins et les Cheveux relevés, et il passe aussi une bonne partie de l'hiver à réaliser une carte de la région des Grands Lacs. Alors, l'original de cette carte a été perdu, mais on a la chance de conserver le seul exemplaire qui a été imprimé et qui est aujourd'hui conservé à Providence dans le Rhode Island à la John Carter Brown librairie. Alors cet exemplaire unique, je vous le montre ici en photo. Alors on retrouve là, le Champlain fait le bilan de toutes ses connaissances géographiques, donc on est pendant l'hiver 1615-1616. Alors Champlain dessine la rivière des Outaouais. Alors la rivière des Outaouais, vous la trouvez ici, voilà. Et Champlain pense encore, alors je vous fais un agrandissement là, et Champlain pense encore que donc Champlain pense que alors vous voyez ici l'île Perrot à l'entrée de la rivière des Outaouais. Donc Champlain pense qu'il s'agit bien là du lac d'Avacal, que la rivière des Outaouais correspond bien au lac d'Avacal, avec l'île d'Avacal qui se trouve à son entrée. Alors Champlain croit toujours en l'existence du lac de Conibas,
qui communique avec le lac d'Avakal. Alors, il situe le lac de Conibas ici, et ce lac de Conibas, il communique avec la mer du Nord que Champlain situe là. Hein, vous voyez qu'il y a une communication entre le lac de Conibas et la mer du Nord. Alors Champlain représente également sur cette carte le lac Ontario, qui se trouve ici, le lac Erie, qu'il dessine ici, mais dont il minimise la taille, ainsi que le lac Sainte-Claire. Et il représente la mer Douce. Donc la mer Douce, c'est le lac Huron. Hein, et il esquisse également, grâce à des informations qu'il a pu obtenir d'Indiens Népissing qu'il a rencontrés en allant en Huronie, il esquisse même le lac Michigan, le nord du lac Michigan, qu'il représente ici. Et alors, plus au nord, il représente la mer du côté du nord, la mer du nord, mais en fait là il se trompe parce que là il représente en fait cette mer du nord, en fait c'est le lac supérieur que Champlain esquisse de cette façon. Hein, donc vous voyez, Champlain pense que la mer du nord est proche donc du lac Huron. Et en fait, le lac de Zoubgara, auquel il croit depuis très longtemps, en fait, dans son esprit, le lac de Zoubgara, c'est l'ensemble formé par le lac Huron ici et le lac Michigan. Et alors, il n'a pas encore perçu l'existence de la rivière qui permet d'accéder au golfe de Californie, mais il pense que la mer du Nord est pas très loin et que finalement, on peut aussi accéder à la Chine par là. Voilà. Alors, donc, Champlain a fait un voyage assez éprouvant donc, chez les Hurons et finalement, ce sera son dernier voyage dans la région des Grands Lacs. À partir de ce moment-là, il va plutôt séjourner à Québec et il va se contenter d'envoyer des explorateurs dans la région des Grands Lacs. Hein. Il va confier ses missions à des truchements, à des interprètes. Et parmi ces interprètes, il y a, pendant l'été 1623, Étienne Brûlé. Étienne Brûlé, c'est un truchement qui travaille pour la compagnie commerciale qui exploite à ce moment-là la traite des fourrures, donc la compagnie de Montmorency. Et Étienne Brûlé a fait une expédition dans la région des Grands Lacs pendant l'été 1623. Il était accompagné par un Français qui s'appelle Grenol et des guides algonquins. Et cette expédition, on la connaît parce que Étienne Brûlé l'a raconté au frère Sagard, Gabriel Sagard, qui en a fait le récit dans son histoire du Canada. Alors, pendant l'été 1623, Brûlé, Grenol et leur guide algonquin ont descendu la rivière, donc ils ont remonté la rivière des Outaouais, ils ont descendu la rivière des Français, ils sont arrivés dans la baie Georgienne. Et là, ils ont longé la rive nord du lac Huron. Donc, ils sont arrivés dans la région, ils ont traversé l'embouchure de la rivière Sainte-Marie, ils ont franchi le détroit de Mackinac entre le lac Michigan et le lac Huron, et ils sont allés jusque dans Green Bay, ici. Et là, ils ont rencontré des Winnepagos, donc des Amérindiens Winnepagos, que les Français appellent les puants, et ces Winnepagos ont pu d'ailleurs remettre à Champlain, à Étienne Brûlé, du cuivre qu'ils obtiennent dans la région du lac supérieur. Alors pendant l'été 1624, Brûlé a pu s'entretenir à Québec avec Champlain, et toutes les informations données par Brûlé à Champlain, eh bien Champlain a pu les cartographier. Alors on les retrouve dans sa carte de 1632, qui sera une carte qui sera publiée en 1632. Alors on les trouve dans la région des Grands Lacs qui se trouve ici. Alors je peux l'agrandir, voilà. Et alors Champlain apprend grâce à Brûlé. Donc, il y a un lac que les Winnepagos, les puants, fréquentent ici. Alors, Champlain l'appelle le lac des puants, là.
Et alors ce lac en fait, c'est dans lequel il y a une mine de cuivre. Et ben, ce lac, on peut le rapprocher d'une partie du lac supérieur qui se trouve ici, là, et qui est probablement la Whitefish Bay du lac supérieur. Alors, vous remarquerez que dans ce lac des Puants, voilà, je vais faire un agrandissement, vous avez 3 îles qui sont présentes, 3 îles qu'on retrouve dans la Whitefish Bay du lac supérieur. En particulier, la grande île ici où Champlain dit qu'il y a une mine de cuivre, elle s'appelle l'île parisienne. Et vous avez ici au nord-ouest Sandy Island, qu'on retrouve ici sur la carte de Champlain. Et au sud-ouest, vous avez Tacamon Island, qui se trouve donc là et qu'on retrouve ici sur la carte de Champlain. Alors, le numéro 33, c'est la rivière des Puants, selon Champlain, et cette rivière des Puants correspond à, on peut dire que c'est la rivière Sainte-Marie. Vous avez ici le sceau Gaston, là, ici, qui porte le nom du frère de Louis XIII. Le sceau Gaston, ça, en fait, c'est le détroit de Mackinac. Vous avez donc, alors, vous avez ici, d'autres Mackinac là. Ici, la mer Douce, c'est le lac Huron. Et le Grand Lac, ici, c'est le lac Michigan. Hein. Et Champlain représente encore une mer du Nord glaciale. Mais bon, en fait, c'est le lac supérieur. Mais donc ça, Champlain connaît mal la région du lac supérieur. Donc vous voyez, il a représenté la Whitefish Bay ici, et puis le reste du lac supérieur se trouve là. Alors, une autre expédition a été menée par Jean Nicolet. Jean Nicolet, qui est aussi un autre interprète au service de Champlain. Alors, Jean Nicolet, lui, il a fait une expédition dans la région en 1633. Jean Nicolet séjournait avec des Népissingues chez les Hurons, et il a été chargé par le Grand Conseil de Huronie d'aller conclure une paix avec les Winnepagos, donc les Puants, qui avaient déjà été visités par Brulé et Grenol en 1623. Alors, au début du printemps 1633, Jean Nicolet donc, a quitté la région de la baie georgienne, où il séjournait avec les Hurons, et avec des guides algonquins, il a longé le nord du lac Huron, il a traversé l'embouchure de la rivière Sainte-Marie, il a franchi le détroit de Mackinac, et il est allé jusqu'à Green Bay. Et là, dans la région de Green Bay, eh ben, Jean Nicolet, vraisemblablement, est allé un petit peu plus au sud, et il a probablement eu connaissance, grâce à ses guides, de l'existence du Mississippi. Alors ça, c'est le père Paul Lejeune, un jésuite, qui le raconte dans sa relation de 1640. Je vous ai mis l'extrait, il écrit « Le sieur Nicolet, qui a le plus avant pénétré dans ces pays si éloignés, m'a assuré que s'il eût vogué 3 jours plus avant sur un grand fleuve qui sort de ce lac, qu'il aurait trouvé la mer. Or, j'ai de fortes conjectures que c'est la mer qui répond au nord de la Nouvelle-Mexique et que de cette mer, on aurait entré vers le Japon et la Chine. Hein, » donc là, Jean Nicolet pense qu'il y a une rivière qui descend du lac, qui sort à proximité du lac Michigan, et que cette rivière permet d'atteindre le Pacifique. Hein, donc ça, cette nouvelle, elle est transmise par Nicolet à Champlain. Hein, les deux hommes se rencontrent près de Trois-Rivières à la fin de juin 1632. Alors bon, le temps passe, et donc à ce moment-là, en 1632, Champlain voit sa santé se dégrader. Champlain est sans doute dépressif depuis la disgrâce qu'il a connue en 1630 et 1631 après la prise de Québec par les frères Kirk, donc en 1629. Bon, ses ennuis de santé s'aggravent. À la mi-octobre 1635, Champlain est paralysé des bras à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Et le 17 novembre 1635, Champlain
dicte son testament et il meurt finalement le 25 décembre 1635. Alors, il n'aura pas l'occasion de cartographier toutes les informations données par Jean Nicolet. Alors, en conclusion, je peux dire que pendant longtemps, donc l'Amérique a été pour les Européens un obstacle sur le chemin de la Chine. Champlain était convaincu de la possibilité d'atteindre l'océan Pacifique par le Saint-Laurent, en pénétrant très loin dans l'Amérique du Nord. Il a essayé de trouver le chemin de la Chine pendant une bonne partie de sa vie. Bon, il n'y est pas parvenu, mais il a pu, grâce à ça, explorer la région des Grands Lacs et il a même pu obtenir, grâce à Nicolet, des informations sur le Mississippi. Alors, la recherche du chemin de la Chine, elle va se poursuivre encore au XVIIe siècle, avec le père Marquette, avec Louis Joliet, qui vont découvrir le Mississippi en 1673, mais elle va se poursuivre aussi jusqu'au XXe siècle, et il faudra attendre finalement le tout début du XXe siècle, de 1903 à 1906, pour voir enfin un Européen trouver le passage du Nord-Ouest qui permet de contourner l'Amérique du Nord pour atteindre la Chine, et ça, ce sera une réussite due au Norvégien Raoul Amundsen que vous avez ici, voilà, et que je vous présente pour clore cette conférence. Voilà, je vous remercie. Bon, je vous remercie de tout cela. C'était super. Même ça me met en très très clairement tous les parties différentes de ce que Champlain et ses alliés ont fait pendant ces années au XVIIe siècle. Et je vous remercie beaucoup de ça. Je dois dire à tout le monde que Éric Thierry a écrit une biographie de Champlain que je crois, si je m'en souviens bien, va sortir au mois de mai. C'est vrai? Le 6 mai, voilà, chez Septentrion à Québec, Oui, et au mois de au septembre en Canada. France. Oui, et il y a toute une série de questions. On a dépassé, on a bien dépassé le 13 heures, mais c'est pas grave. Mais il y a toute une série euh, de, de, de mots dans le chat. Les plupart, ce sont des merci et des bonjours. Il y a une question sur Uh, uh, the oh, OK. Une question sur le mémoire de Champlain sur un des établissements dans les Terre-Neuve. On mentionne nous demeurons trop lâchement croupis dans les cendres pour entreprendre. Se peut-il que ce passage kérosine ne soit pas Champlain? Ce dernier n'a que 23 ans environ. Est-ce que plutôt une réflexion d'Aymar de chasse, un homme d'expérience? Voilà, bon, oui, bah ça c'est possible, mais c'est quelque chose c'est une remarque qui est assez courante dans les relations de voyage. Les voyageurs critiquent souvent leurs compatriotes français et ils les accusent d'être trop souvent casaniers et de ne pas être suffisamment entreprenants, de ne pas partir à la découverte de terres lointaines. Donc, ça, c'est une opinion qu'on trouve très souvent chez les voyageurs dans les relations de voyage. Donc, ça, il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Non, c'est probablement quelque chose que Champlain pensait lui-même, hein, pas seulement Aymar de Chasse. Oui. Ça, c'est la seule question. Toutes les autres choses dans le chat, ce sont des merci, des grands merci. Mais, mais j'ai une question en lisant les œuvres de Champlain que vous avez éditées, que j'ai trouvé absolument super. Champlain met beaucoup de temps à décrire et expliquer ce qui se trouve sur les régions qu'il voit, sur les côtes.
Et donc, c'est évident qu'ils pensent beaucoup à faire des colonies, à établir des colonies sur la côte est de Nouvelle-Angleterre, sur les bords du Saint-Laurent, etc. Euh, je me suis demandé de quel côté ou de quel niveau Chopin pensait toujours au chemin de la Chine, soit aux questions d'établir des colonies françaises dans la région du Saint-Laurent en grand. Voilà. Et est-ce que Alors, vous... les deux, Oui, les deux sont liés et Champlain pensait que justement le chemin de la Chine allait permettre de financer l'existence de colonies dans la vallée du Saint-Laurent. Et Champlain pensait établir des postes de douane. Et il se disait que les commerçants européens qui allaient utiliser le Saint-Laurent pour aller en Chine, et bien justement, en passant à Québec, eh ben, ils paieraient des taxes. Ils paieraient des taxes ok, sur les marchandises transportées. Et donc, finalement, les taxes douanières prélevées sur le chemin de la Chine pouvaient aussi financer l'existence de la colonie de Québec. Donc, oui, les deux sont liés. Et pendant toute sa vie, Champlain a pensé au chemin de la Chine. ok, ok. Donc il pensait à la chemin de la Chine tout le temps. Oui, c'est vrai, mais donc vous disiez que une grande partie de ce qu'il faisait au Québec, tout le traitement des fourrures, l'établissement des colonies, des villes à Montréal, à Québec, etc., c'était tous lié éventuellement à ouvrir le chemin à la Chine. Le chemin de la Chine pouvait permettre le développement de la colonie française. OK, OK, très bien. Euh, je vais voir s'il y a... Non, je ne vois pas d'autres questions. Euh, donc, je vous remercie de votre communication. Et c'est évident qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt sur la vie de Champlain et ce qu'il a fait. Et, euh, et nous attendons, au moins j'attends, votre livre sur la biographie de Champlain pour mettre un peu plus en perspective, en plus que votre présentation, sur ce que j'ai lu. Et euh, je suggère à tout le monde ce que vous avez édité, les œuvres complètes de Champlain qui a apparu en 2018, je crois. Euh, 2019, ouais, à oui, Québec. oui, à Montréal. Euh, c'est absolument super de pouvoir lire ce que Champlain lui-même a écrit dans sa perspective du XVIIe siècle. Et c'était super. Et donc, je vous remercie. Et je dois dire à tout le monde que j'ai enregistré tout cela. Et dans quelques jours, j'espère, ça va sortir sur YouTube. Il faut chercher sur AFLCR, le dossier de l'Alliance française du lac Champlain, pour l'accéder. Et donc, je vous remercie et je vous dis bonne journée. Et bonne Merci, journée à tous. merci à Merci tous. beaucoup. Merci pour votre attention.